La désobéissance civile, nouvelle arme des écologistes, c'est notre grand angle. Leur coup d'éclat se répète, jets de soupe ou de purée sur des chefs-d'œuvre dans les musées, routes bloquées, drapeaux mis en berne. Ces jeunes activistes prônent la désobéissance civile pour se faire entendre. Ils veulent plus de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors jusqu'où sont-ils prêts à aller? Pour quelle efficacité? Leur dernier coup d'éclat a eu lieu il y a quelques heures seulement à Rome, dans un musée. Regardez. Vous êtes en colère aujourd'hui parce que nous avons souillé un verre qui sera propre demain. Mais vos enfants n'auront plus de nourriture dans quelques années. Nous devrions exploser de colère parce que nous risquons un avenir de mort, de guerre et de faim. Les gouvernements le savent et vous devriez être en colère à ce sujet. Bienvenue Bertrand Caltagirone. Bien, merci. Vous faites partie du collectif Dernière Rénovation pour Rénovation énergétique. Avec vous sur ce plateau, Réjeanne Sénac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, autrice de Radical et Fuite, que voici les mobilisations contemporaines. C'est aux presses de Sciences Po. Alors vous avez interviewé beaucoup de militants, dont certains étaient écologistes. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Mais Bertrand, je vais commencer avec vous. On vient d'entendre la colère de cette militante. C'est votre colère aussi ? Oui, tout à fait. Je crois que cette colère, elle est dirigée contre l'inaction climatique des gouvernements, que ce soit en France ou en Italie, de toute la communauté internationale. Aujourd'hui, si on en est là, c'est pour réveiller effectivement les consciences, revendiquer faire en sorte que des mesures à la hauteur de l'enjeu soient prises tout de suite et maintenant. Et je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Ces actions comme des jets de peinture, bien sûr, il n'y a aucune dégradation. L'objectif, c'est de mettre à contribution finalement ces œuvres artistiques dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a aucun vandalisme derrière. On verra d'ailleurs avec quelle efficacité, enfin quelle est l'efficacité de ce genre d'action dans quelques minutes. Votre mouvement pourrait là aussi faire ce type d'action ? Nous, je ne vais pas me prononcer sur les éventuelles actions qu'on pourrait mettre en place, mais nous, effectivement, on met en place des actions qui sont à la fois symboliques, perturbatrices, et qui vont avoir un effet suffisant pour choquer, on va dire, l'opinion, et en tout cas nous permettre d'ouvrir des fenêtres médiatiques. Alors Réjeanne Sénac, est-ce que c'est une nouvelle forme de militantisme plus radical, plus jeune, ou c'est un éternel recommencement ? Alors c'est toujours difficile de déterminer ce qu'il y a de nouveau et ce qui se reproduit. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit une forme de myopie aujourd'hui. Ce que nous montrent ces activistes, c'est justement qu'il ne faut pas regarder ailleurs. Ça fait penser à Don't Look Up, hein, c'est-à-dire que là, on est à la veille de la COP 27, il y a le rapport du GIEC, et on voit bien qu'il y a une urgence à prendre en considération donc le dérèglement climatique et à faire baisser notre émission. Au niveau des modes d'action, est-ce que vous trouvez ça nouveau ou pas du tout ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toujours une diversité des tactiques. Et moi, je l'ai bien vu dans ma recherche, c'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a ce type d'action pour interpeller, qui est complémentaire à des plaidoyers, à des recours en justice. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il y a de nouvelles formes de mobilisation. Mais non, rappelons-nous, quand Emmeline Pankhurst au Royaume-Uni monte les suffragettes, c'est parce qu'elle considère en 1903 que les suffragistes ne suffisent pas, c'est-à-dire les voies justement uniquement légales, et qu'il faut faire des actions d'éclat. Est-ce qu'on se rappelle qu'elles ont lancé des pierres contre les policiers qui les empêchaient de manifester, qu'elles ont voulu mettre le feu à la maison du Premier ministre. Donc il y a vraiment aussi des performances chez les féministes, c'est très développé. Il y a la barbe, il y a les collages contre le féminicide. Donc ça peut aller loin, on le comprend bien, mais Bertrand Caltagirone, justement, au sein de Dernière Rénovation, est-ce qu'on peut aller à des formes de violence ? Non, en aucun cas. En fait, nous sommes dans une situation critique vis-à-vis de l'urgence climatique. Néanmoins, donc c'est cette situation critique et l'inaction gouvernementale qui nous amène aujourd'hui à sortir du cadre, on va dire, du cadre légal, en allant au-delà, on va dire, des formes de contestation plus traditionnelles comme les manifestations, les recours en justice aussi, puisqu'on a vu que ça c'était pas suffisant. Comme l'affaire du siècle, par exemple, un an après, il n'y a toujours pas vraiment de décision. Exactement, l'État a été condamné pour inaction climatique par 2 fois. Quelles sont les conséquences ? Aucune. Donc tous les recours de l'État de droit ont été utilisés. Donc aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, on est obligé d'en arriver là, compte tenu de l'urgence et de cette inaction gouvernementale. Donc malgré tout, sortir du cadre de la légalité, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et donc nous, on se pose un cadre éthique. Et le nôtre, à Dernière Rénovation, c'est toujours de rester dans des actions qui sont non violentes. Perturbatrices, certes, on assume de perturber, de bousculer un peu l'opinion,
mais on reste dans le cadre de la non-violence. Alors vous êtes jeune, hein, vous avez 28 ans. Est-ce que c'est le cas des activistes qui sont au sein de Dernière Rénovation? Est-ce que ce sont des gens plutôt jeunes? Est-ce qu'ils sont diplômés? Quel est le profil? On trouve un peu de tout. Après, je ne vais pas vous mentir, on a une forte majorité quand même de jeunes entre 20 et 30 ans. Après, leurs profils socio-professionnels, je ne saurais pas exactement vous dire, mais on a effectivement beaucoup de gens qui sont étudiants. Mais on parle beaucoup d'éco-anxiété. C'est ce que vous ressentez, vous? Oui, moi quand j'entends Gérald Darmanin parler d'éco-terrorisme, en fait moi ça me renvoie finalement à qu'est-ce que c'est que le terrorisme, le fait de terroriser une population. Aujourd'hui, j'insiste sur le fait que ce qui terrorise la population, et notamment les jeunes qui s'engagent dans des mouvements tels que le nôtre, c'est bien l'inaction gouvernementale. Et ça, effectivement, cette terreur, on la ressent parce que pour nous c'est de plus en plus difficile, et je crois que ça devrait l'être pour toute la population, de plus en plus difficile de se projeter dans l'avenir. Alors vous venez de citer Gérald Darmanin. Effectivement, il a eu cette déclaration suite à des manifestations contre un projet de méga bassine dans les Deux-Sèvres en France. On va l'écouter justement. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Voilà, Réjeanne Sénac, j'aimerais avoir votre réaction. Mot très dur, hein, éco-terrorisme. Qu'en pensez-vous? Alors ça me fait penser à la cellule Déméter, hein, qui est intégrée dans la gendarmerie et qui en France, oui. En France, hein, et qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif en février dernier. Et on voit en effet qu'il va y avoir des techniques qui vont être mises en place pour contrôler en particulier les écologistes, mais aussi les antispécistes, et qui sont considérés comme illégales, mais qui sont associés à une forme de protection, en particulier du secteur agricole. Et pour vous, il se trompe de combat, le gouvernement, les autorités, en mettant en place ce genre de cellules? Bien sûr qu'il se trompe de combat, au sens où si le tribunal administratif dit que c'est illégal, c'est qu'il ne respecte pas en particulier un droit fondamental qui est la liberté d'expression, mais aussi parce que ces activismes font deux interpellations. La première, c'est de dire qu'il y a une urgence à prendre en considération, et la deuxième, c'est de dire que les mots ne suffisent plus et qu'il faut des actes. Et qu'il y a une contradiction entre les engagements de l'État et leur modalité d'action. Très clairement, par rapport aux engagements de la France sur le rapport au climat en particulier, on voit que si la France a été condamnée par rapport à l'affaire du siècle, c'est qu'il va à contresens de ce qu'il déclare, en particulier en créant un nouveau terminal méthanier au Havre ou en réouvrant une centrale à charbon. On peut prendre différents exemples. Donc c'est vrai que je trouve que stigmatiser ceux qui soulignent l'importance de l'action pour l'environnement et ce qui souligne une contradiction dans l'action de l'État, c'est une manière de détourner du sujet qui est celui de la cohérence des actions. Donc pour vous, c'est une stratégie de parler d'éco-terrorisme parce que là, on cible le mode d'action et moins la cause du problème. Si je vous suis. On évite, on disqualifie pour ne pas parler du sujet. Mais ce qu'on a vu aussi lors de ces manifestations donc en France autour des méga-bassines, c'est aussi un fossé entre les écologistes. C'est-à-dire que Yannick Jadot a été vilipendé, sa voiture a été taguée. Sandrine Rousseau, qui elle aussi fait partie du parti écologiste en France, elle a parlé d'écologie de combat. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de division entre ceux qui veulent aller trop loin, ceux qui sont plus radicaux? Alors, pour ce qui est arrivé à Yannick Jadot, je ne crois pas que ce soit vraiment représentatif de ce qui se passait lors de cette manifestation. Vous le dénoncez, vous? Comment? Vous le dénoncez? Oui, moi je crois que ça ne sert à rien d'en venir là. Après, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait une sorte de désarroi vis-à-vis du personnel politique, même du personnel politique qui s'est plus engagé du point de vue écologique, du point de vue de la lutte pour le climat. Mais je peux comprendre ce désarroi dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, les personnalités politiques ne nous aident pas vraiment à garder espoir vis-à-vis de l'avenir. Même ceux qui sont censés justement représenter les écologistes, comme Yannick Jadot, comme Sandrine Rousseau? Forcément forcément davantage, bien sûr que si. Après, malheureusement, ils ne parviennent pas, disons qu'ils ne parviennent pas à obtenir suffisamment d'électeurs, et leur stratégie n'est peut-être pas forcément la meilleure, j'en sais rien. Mais de toute façon, il y a effectivement une forme de désarroi qui peut se comprendre, même au niveau de ces personnalités-là. Cette radicalité, vous la comprenez, Réjeanne Sénac, elle est plus audible
Alors, je pense surtout qu'on a tendance à opposer les répertoires d'action et les modes d'action, alors que souvent, elles sont complémentaires. Hein. Moi, on m'a beaucoup dit il fallait Malcolm X et Martin Luther King, il faut les deux. Et il y a toujours eu, je vous ai parlé des suffragettes qui se sont avec les suffragistes, il y a toujours eu différents types d'actions, plus réformistes, plus dans la radicalité. La radicalité, elle est à la fois dans le diagnostic de dire, mais ayons le courage de voir ce qui se passe et pourquoi, travaillons sur les causes, les causes de ces inégalités, de ces injustices. Et puis, utilisons toutes les modalités d'action qui sont de notre pouvoir, avec quand même, et la dernière rénovation le souligne, mais ils sont la grande majorité à le souligner, avec une très grande attention à être dans la non-violence. Alors la non-violence peut-être, mais on va voir une des actions qui a été menée par Dernière Rénovation. C'était le blocage de l'autoroute A6, on regarde. On reste là. Dégage de là. Nous on est en vacances, putain. Ça fait une demi-heure que je suis à maison 2. Vous êtes filmé, monsieur. Bertrand, quand on voit ces images, on voit bien que l'opinion publique peut être donc bousculée et pas du tout adhérée. Vous ne craignez pas ça ? Alors, malheureusement, on en est réduit à une situation où on est obligé de choquer un petit peu, ou en tout cas de bousculer un peu l'opinion publique. Ça, c'est quelque chose qu'on assume. Mais est-ce que vous pensez que ça va vous les bousculer, certes, mais est-ce que vous pensez que le message rentre ? En fait, il faut raisonner en deux temps. Il y a un premier temps, bien sûr, où les gens qui sont sur l'autoroute, à ce moment-là, ils vont être énervés parce qu'ils ont un avion à prendre, parce que X ou Y raison, ils veulent partir en vacances, ce que je peux totalement comprendre. Moi, j'aimerais pas être à leur place dans la voiture à ce moment-là. Seulement, il faut raisonner un petit peu plus, avec un peu plus de hauteur, un petit peu plus collectivement. Nous, ici, on n'essaie pas de mettre en scène une opposition entre des automobilistes et des écologistes radicales. On essaie finalement de faire en sorte de tous nous embarquer dans un combat contre le réchauffement climatique qui, de toute façon, va affecter ces automobilistes bien plus que ce que nous les affectons aujourd'hui en bloquant la route. Mais est-ce que ce n'est pas l'éternelle question de la fin du mois et de la fin du monde ? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de se préoccuper du réchauffement climatique. Et pourtant, ceux qui sont le plus sensibles à la fin du mois sont aussi ceux qui sont les plus impactés. On voit bien que c'est les populations les plus précaires, aussi bien en France que dans le rapport entre Sud global et Nord global, qui sont les plus impactés. Donc il y a quand même une prise de conscience forte, et on l'a vu dans les manifestations, avec des alliances entre les gilets jaunes, les gilets verts, les gilets noirs, cette prise de conscience que la question de la fin du mois et la fin du monde est posée aux mêmes personnes et est posée en même temps, et que c'est ceux qui peuvent se permettre justement de ne pas se la poser qui sont en position de domination. On le voit bien avec les méga-bassines, hein, c'est pour protéger quelques agriculteurs contre une autre conception. Je voulais juste le mot de la fin, il faut que ce soit très bref, Bertrand. Oui, sur le fin du mois, fin du monde, juste nous, notre revendication, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est justement une mesure qui permet de concilier les deux de façon évidente. Merci à tous les deux d'avoir été donc dans 64 minutes pour ce grand angle.